Yo, c'est Seb, et cette fois je suis en vrai direct, et oui on me voit, je suis pas à faire mes petits shorts sur les petits trucs. Je vous parle aujourd'hui en direct parce que j'ai envie de vous parler comme ça, tout simplement. Plein de choses se passent, des rachats, des gradings, des ventes, de la pub pour du Terra Crystal. Et aussi j'ai reçu des mails là dernièrement. C'est pas la première fois que j'ai ça, c'est quelqu'un qui demande des conseils, qui dit j'aimerais me lancer professionnellement dans le rachat de collections et la vente de cartes à l'unité, de Magic et de One Piece principalement, blablabla. Quel conseil donneriez-vous à un débutant avec votre expérience? Alors, la première ligne de mon premier message, c'est ne le faites pas, tout simplement. Enfin, le faites pas. Restez particulier, faites votre petit truc. C'est simple. Enfin, vous n'avez pas besoin de passer pro. En plus, maintenant, on va dire, la passerelle pour passer pro, c'est d'être auto-entrepreneur. Et être auto-entrepreneur, en ce moment, c'est pas le bon truc, hein. On est en avril, en juin, on va sûrement passer à la TVA des 25 000 euros. Donc tout ce qui était business, on va dire, relativement tranquille, où on payait notre URSSAF à peu près correctement, c'était suffisant, et on pouvait faire un peu de chiffres, c'est terminé. Donc il n'y a, y a pas de, y a plus de moyen de faire autrement. Donc moi, je vous conseille tout simplement d'essayer de vendre, de trouver des contreparties, de vendre sur quelques réseaux sociaux si vous pouvez, d'essayer aussi, voilà, après ça dépend vraiment de votre position géographique, si vous êtes dans le trou du cul du monde de la campagne et qu'il y a deux personnes Pokémon à 100 mètres, 100 km à la ronde qui s'intéressent à ces objets-là, ça va être plus compliqué, mais si vous êtes dans une ville même de taille modeste, il y a certainement de la clientèle pour vos TCG dans la zone. Et vous pouvez sûrement faire des affaires de la main à la main, de se rencontrer, de voir qu'est-ce qu'il y a comme événement, qu'est-ce qu'il y a comme boutique aussi, et de faire ça. Et une fois que vous avez fait ça pendant longtemps, que vous avez un réseau, que vous avez de la trésorerie, que vous avez des bons trucs, vous pouvez passer pro. Mais à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que, bon, mettons que vous avez le droit de vendre 5 000 euros par an en tant que particulier. Si vous arrivez à acheter pas trop mal, à mettons 70% de la valeur, 60%, 50% de la valeur, vous allez générer 2 000 euros de profit. Et quand vous serez professionnel, pour gagner 2 000 euros, il faudra faire 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc enfin, enfin, peut-être pas 20 000, mais mettons 15 quoi. Enfin, ça va être ça. Et puis il y aura tous les ratés. Il y a énormément de choses à apprendre et les structures que vous allez mettre en place, si vous vraiment vous pensez que vous allez pouvoir mettre en place vos process de structure, de stock, de machin, de tout, de vente, de communication, de plateforme, etc., dès le premier coup, laissez tomber quoi. Enfin, juste le stockage des cartes, moi j'ai réussi à le faire maintenant d'une manière correcte et encore parce que j'ai pas de place, en Billy, etc., comme ça, mais c'est quand même assez chiant. Et c'est la quatrième fois que je fais l'inventaire total et que je fais une remise à neuf, on va dire, de la façon de stocker, quoi. J'ai eu le temps, en maintenant 14 ans d'activité de vente de cartes, d'arbitrer la meilleure façon pour optimiser à la fois l'espace et aussi optimiser la façon de trier et de ranger les cartes, quoi. Donc après, vous pouvez faire, il y a plein de systèmes qui existent, hein. Vous pouvez imaginer, chaque annonce que vous créez, elle a un numéro, et voilà, vous immatriculez toutes vos cartes, tous vos trucs par numéro. C'est aussi possible de faire comme ça. Si vous voulez trier par édition, vous pouvez trier par édition, par rareté, par brillant, etc. Enfin, il y a plein de façons de faire. Mais toujours sur l'idée de se lancer, quand vous êtes dans ce business-là, en fait, il y a quand même une chose qui est à prendre en compte, c'est, premièrement, vous allez vous battre contre énormément de personnes qui sont des particuliers, premièrement. Donc, les avantages d'être pro sont extrêmement limités par rapport à des particuliers qui ne payent pas d'impôts sur leur vente. Et deuxièmement, vous êtes en concurrence avec des gens qui sont fans. Et quand je dis fans, c'est des gens qui sont extra fans. Donc il y a aussi du travail dissimulé si on veut, parce qu'il y a aussi des enfants là-dedans. Donc les enfants, ils ont pas besoin d'avoir un taux horaire de résultat. Ils n'ont pas besoin d'avoir un SMIC. Enfin, donc quand c'est des particuliers, c'est ça qui arrive, quoi. Donc vous vous retrouvez potentiellement à essayer d'avoir de la rentabilité sur de la mise en vente de produits qui peuvent parfois ne pas avoir beaucoup de valeur, et vous espérez récupérer quelque chose de ce travail-là, alors que des enfants sont capables de faire ça pour le plaisir, dans la grande joie, et de s'amuser
à jouer au marchand, alors que vous essayez de le faire de manière professionnelle. Donc, je vous dis, ne le faites pas. Donc, on a échangé quelques messages avec monsieur, et à la fin, il était en train de me dire, le scellé, c'est peut-être quand même une bonne solution, etc. Alors, le scellé, mon gars, mec, ça va être compliqué, quoi. Parce que déjà, quand on a beaucoup, beaucoup de volume, on peut racheter des cartes moins chères. Ce qui veut dire que ceux qui ont plus de trésorerie, qui sont plus gros et qui commandent plus, ils ont un avantage direct sur le prix. Deuxièmement, il n'y a pas plus disponible à la vente que des boîtes de boosters, enfin en tout cas dans Magic ou même dans One Piece, à mon avis, c'est à peu près le cas, que d'autres boîtes de boosters. Donc ça veut dire que si vous êtes 15 ou 20 personnes qui achetaient les boosters quand ils sortent et que vous essayez de les vendre, vous allez faire une marge qui sera ridicule. Et quand je dis ridicule, c'est ridicule. Et à ce moment-là, le risque commerçant, il est à prendre en compte d'une manière assez solide. Parce que s'il y a un sujet d'envoi ou s'il y a des clients qui ne sont pas forcément honnêtes, enfin, s'il y a des litiges liés aux envois, aux réceptions, aux clients, vous êtes sur des objets qui valent quand même pas mal d'argent. Mettons, je sais pas, une boîte de booster, on va dire 150, 200 euros. Quand il y a un litige sur un objet comme ça, la plateforme, bon, c'est pas qu'elle vous aime pas, mais ça sera pour votre gueule, quoi. Donc voilà, donc il y a quand même des sujets. Et si vous êtes en mode, tiens, je vais acheter 20 boîtes de booster et je vais gagner à peu près 5 euros dessus, bah ouais, vous allez gagner 100 euros, mais vous prenez un risque d'envoi de 4000 euros, quoi. Et ça veut aussi dire faire beaucoup de colis, enfin, faire beaucoup de choses, quoi. Et ça, c'est si ça marche. Parce que, comme je le dis, il est probable aussi que il y a des personnes qui arrivent à tricher par rapport au rachat de boîtes en termes de société. Parce que mettons que les achats de boîtes se soient limités et qu'on puisse y accéder que quand on est une société. Donc déjà, ça limite les particuliers. Mais par contre, à l'intérieur des sociétés, il y a quand même des possibilités pour certaines boîtes qui font, on va dire, des configurations différentes, de revendre au prix hors taxe les boîtes qu'ils achètent. Donc ça veut dire que la TVA que vous allez payer parce que vous faites une société et que vous êtes basé en France et que vous faites ça bien, s'il y en a d'autres qui grugent, bah, ils touchent les boîtes 20% moins cher que vous, en fait. Euh, donc votre 5%, votre 5 euros de marge sur une boîte à 200 balles, il n'existe plus déjà. Et après, il y a aussi toutes les sociétés qui n'y arrivent pas et qui commencent à vendre à perte parce qu'ils ont besoin de trésorerie, parce qu'ils ont acheté beaucoup de leur trésorerie sur telle boîte, ils n'arrivent pas à l'écouler, du coup, au bout d'un moment, ils ont besoin de payer des factures, donc ils commencent à vendre des boîtes moins chères. Euh, enfin, c'est juste pour dire que c'est la merde, quoi. C'est la merde. Enfin, c'est pouvoir mettre un petit peu d'exergue sur, on va dire, tous les risques qu'il peut y avoir avec le scellé et le fait que ça se vende pas. Parce que les boîtes qui se vendent, parce que, attendez, il y a quand même un gros truc, enfin, surtout sur, on va dire, le mot Pokémon, l'industrie Pokémon. Là, les boîtes Pokémon, on a des trucs, il y a les envolées lyriques, comme on va dire, genre étincelle déferlante, où 2 semaines après la sortie, les boîtes étaient quasiment à 300 euros, alors que ça se vendait en boutique à 190, 195. Donc oui, il y a des événements où on fait de l'argent, mais attention, c'est rare. Et le problème de ça, c'est que le jour où il y a une boîte qui marche bien, en fait, il n'y en a plus en stock. Donc c'est pas simple. Mais c'est quand même possible de trouver du stock. Attention parce que lorsque vous allez acheter une boîte de booster, on va dire en tant que société, vous pouvez plus vraiment vous permettre de les acheter à des particuliers. Enfin, vous pouvez évidemment, mais pas du récent. Mais si vous le faites, partez du principe que là, vous récoltez pas la TVA. Donc, à la sortie, quand la boîte elle est à 200 euros en magasin, elle vous coûte 160, parce qu'il y a 40 euros de TVA. Mais si vous loupez l'achat en magasin et qu'il n'y a pas la TVA dessus, et que vous achetez un particulier à, mettons, 195, votre boîte, elle vous coûte 195 au lieu de 160. Donc vous perdez 35 euros de TVA et ça pique. Donc on peut pas, enfin c'est des petites lignes évidemment, mais ce qui va être quand même compliqué, c'est de réussir à trouver des contreparties pour pouvoir faire du volume, etc. pour écouler du scellé, surtout quand il est pas très aimé, quoi, pas trop aimé. Mais les réseaux sociaux sont là pour vous et ce qui va se passer, c'est quelle est la façon dont vous voulez utiliser le temps que vous avez et votre force de travail pour réussir à écouler votre stock. Et moi, je suis complètement dans cette problématique-là. C'est pour ça que maintenant, j'ai racheté, enfin, il y a un projet qui s'est arrêté et maintenant, je vais rembarquer sur un autre projet. Et pour ça, j'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de faire des vidéos. Moi, j'aime bien ça. Et il y a plein de prétextes pour pouvoir parler et raconter un petit peu
Le fait d'avoir une société qui rachète des cartes, qui vend des cartes, qui grade des cartes, qui vend des cartes gradées, qui grade pour l'extérieur, et aussi qui vend du TCG en Magic sur une autre entreprise. Donc il y a pas mal de problématiques. Et le fait de créer son réseau, si vous voulez vendre de manière pro, il est important. Vous vous rendez pas compte le fait d'avoir déjà que les personnes qui gèrent les magasins de jeux autour de chez vous, faut que vous les connaissiez. Les gérants, pas forcément les salariés, mais les gérants, ceux qui sont aux commandes, ceux qui sont là, ils vont pouvoir vous donner des informations. Il faut que vous soyez un contact privilégié avec eux, parce que ça va vous permettre de faire plein de choses. Si jamais ils ont un lot qui, eux ne leur intéresse pas, et qu'il y a quelqu'un qui veut absolument vendre, bah, vous pouvez imaginer prendre ce lot. Il y a des boutiques aussi qui font du jeu de plateau, qui vendent un peu de TCG, etc., mais qui ne rachètent pas des collections. Dans ces cas-là, il faut mettre son coude sur la table et il faut dire, moi je veux bien racheter pour votre boutique, et quitte à payer une patente, enfin dire, si je rachète une collection en mettant 50% de la cote, vous pouvez imaginer donner 5% à la boutique pour pouvoir arbitrer la transaction. Donc c'est aussi possible. Et c'est des petits trucs qui peuvent rapporter, quoi. Parce que vendre plus cher que le marché, c'est quand même assez dur. Et là, on rentre dans deux métriques différentes. C'est comment vous voulez utiliser votre temps et en combien de temps vous voulez vendre du stock, vos cartes, etc. Euh, le, la problématique, par exemple, de vendre des cartes gradées, c'est quelque chose qui est quand même onéreux. Le fait qu'il y ait une gradation et qu'il y ait une certification de la carte, c'est quelque chose qui coûte quand même de l'argent. Et nous, on l'impacte complètement dans nos prix, surtout par rapport aux notations. Et c'est le cas tout le temps, quoi. Donc ça augmente la valeur des cartes, mais il y a une bonne partie de la population, enfin des usagers de TCG, qui vont rechercher les cartes pas forcément gradées pour faire leur album, pour faire leur set, et qui ne sont pas très intéressés par rapport à ça. Donc ça veut dire que même si le marché il est large, il est grand, etc., pour le marché Pokémon, le fait de vendre certains objets, ça ne va n'intéresser que très peu de monde. Donc il faut faire attention si vous vous attaquez à un TCG, essayez de voir un petit peu la taille de ce marché-là. Et pour ça, c'est pas très compliqué. Vous pouvez faire un exemple tout simple, vous allez sur le bon coin, vous tapez Yu-Gi-Oh, vous tapez Pokémon, enfin carte Pokémon, carte Yu-Gi-Oh, carte Magic, vous regardez le nombre de résultats. Et après vous faites la même chose sur eBay, après vous faites la même chose sur d'autres plateformes. Vous allez voir à peu près la taille des marchés et vous pouvez faire les deltas selon le nombre de résultats. Et bah, vous allez voir que Pokémon, c'est un marché qui est beaucoup, beaucoup plus gros que tous les autres TCG, parce que c'est une collection d'images, et c'est pas un jeu de stratégie comme Magic. Et il y a quand même une grosse différence aussi dans la philosophie des personnes qui sont détenteurs de ces objets, qui peuvent les vendre, etc., quoi. Donc là, l'exemple que j'ai, c'est que quand on joue à Magic, on joue aux cartes, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des parties, on se bat. Alors que quand on collectionne Pokémon, on aime bien les dessins, quoi. Donc, d'un côté, on est démiurge, créateur d'univers, puis après, chef de guerre et stratège et combattant, alors que de l'autre, c'est oh, elle est jolie. Donc, il y a quand même une grosse différence, et c'est écrit sur les paquets, hein, 6 ans et plus pour Pokémon, et 13 ans et plus pour Magic. Donc, il faut aussi faire ce petit travail un petit peu pour savoir qui sont les cibles. Et puis, ça peut aider quand même un petit peu pour voir comment on peut attaquer ces marchés. Euh, mais l'autre truc sur le scellé, on va dire, on va repartir sur ça. euh, Si vous êtes un particulier, vous ne pouvez pas vendre beaucoup, parce qu'il y a une limite de chiffre d'affaires. Vous n'avez pas forcément besoin de créer plein d'annonces, de faire beaucoup de choses, quoi. Vous prenez un objet qui est prometteur et qui est porteur, vous l'achetez, vous le mettez sur l'étagère, vous attendez. Quand la maturité est bonne, vous le revendez, vous en mettez d'autres sur l'étagère et vous vendez. C'est difficile d'être, on va dire, négociant de cette façon-là, mais si vous avez un pool d'objets, si vous sélectionnez bien vos produits scellés, il y a de grandes chances que ça marche. Et à mon avis, ça marchera mieux que la bourse. Delta de Trump qui fait des conneries et qui s'amuse à faire du délit d'initié, on va dire, avec ses pouvoirs intergalactiques. Mais mettre des objets sur l'étagère et les vendre que de temps en temps,
Ça permet déjà, une première chose, c'est de faire très attention à ce qu'on achète et à ne pas prendre de temps. Après, pour certaines sorties de jeux, vous allez prendre une demi-journée pour faire tous les magasins qu'il y a et essayer de vous stocker sur ce truc-là. Mais si vous avez un budget de particulier, une fois que vous aurez mis 2000, 3000, 4000, 10 000 euros sur du scellé, bah, ça suffit, quoi. C'est déjà bien, ça va tourner, ça va prendre un peu de valeur. Et vous pouvez vendre quand vous pensez que le moment est le bon. Et de cette façon-là, vous pouvez monter des positions. Après, ça veut dire que vous allez vous activer que quelques jours par an. Et si vous n'avez pas la maladie Pokémon, dans ce cas-là, vous pourrez faire du profit. Et ça vous poussera à vous intéresser un petit peu à ce qui se passe de temps en temps. Donc c'est une façon aussi d'être sur le marché, sur du moyen terme, et de ne pas passer du temps à scraper des listings, à imaginer des stratégies tous les jours, comme ce que je fais, quoi. Qui ne servent à rien, parce qu'en fait, il faut juste être un peu téméraire et surtout avoir de l'endurance et faire toujours un peu la même chose. C'est-à-dire trouver des produits intéressants, les lister, faire la promo de ces produits, ou essayer de trouver des distributeurs. Donc, c'est possible de faire comme ça. Parce que le fait de lister des cartes, on va dire, et de faire de la vente de cartes directement, ça a posé des problèmes sur plusieurs plateformes. C'est que si vous n'avez pas vocation à faire un énorme truc, c'est-à-dire de lister vraiment, d'avoir un inventaire large, ça ne sert pas à grand-chose. Il vaut mieux essayer de lister des cartes qui ont plutôt un peu de valeur et essayer de les vendre un peu plus cher et de gagner de l'argent sur des cartes chères que sur des petites cartes. Et si vous achetez des collections, bah dans ce cas-là, il vaut mieux essayer d'écarter tout ce qui a peu de valeur et de vendre uniquement ce qui a un peu de valeur sur des listings, parce que vous allez gagner du temps. Et le problème du temps, c'est quelque chose, enfin, vous vous rendez pas compte, mais le fait de faire des envois, là, maintenant, je fais des envois 3 fois par semaine. Mettons que ça marche assez bien, il me faudrait quasiment 4 heures, 3 fois par semaine, plus des allers-retours à la poste, pour traiter les commandes de mes 2 boutiques eBay. Euh, c'est euh, c'est déjà un temps long, hein. Enfin, ça fait 12 heures, ça fait 15 heures semaine à faire des envois, c'est-à-dire à prendre des objets, les mettre dans une enveloppe, mettre des timbres, envoyer. Ça fait une bonne partie du temps. Ça fait qu'il reste à peu près 75 heures de plus pour pouvoir faire autre chose le reste du temps, quoi. Donc ça bouffe quand même une partie du temps et de l'énergie. Et si vous êtes amené à faire des envois avec des cartes à 2 centimes, c'est pas forcément terrible, quoi. Enfin, c'est pas bon. Donc il faut réussir à trouver une certaine rentabilité. Et ce que je dis, c'est si vous avez une taille critique, c'est-à-dire si vous êtes un shop qui a l'ambition de proposer énormément de cartes, dans ce cas-là, les prix sont normalement suffisamment hauts pour que quand quelqu'un fait une commande de, je sais pas, 50 cartes, même si elles valent très peu d'argent, ce soit assez rentable. Et c'est justement là où on revient sur le fait d'avoir un classement, d'avoir un inventaire qui est rentable en termes de temps et qui est pas chronophage. C'est-à-dire on peut faire un picking en mettant, je dirais 30 secondes. Si on peut faire un picking en 30 secondes de manière assez systématique, là on tient un truc. Parce que ça fait, enfin, vous pouvez voir avec d'autres endroits, d'autres plateformes, quand on commence à faire 150 pickings de l'heure, ça devient assez hot, quoi. Donc évidemment c'est possible dans le cas de figure où il y a des clients qui achètent des quantités multiples. Mais par exemple dans Pokémon, les chances que quelqu'un achète beaucoup de fois la même carte sont relativement faibles parce que justement c'est un jeu de collection et c'est pas un jeu de baston comme Magic. Et Magic, on peut jouer les cartes en x4, donc c'est très fréquent qu'un client qui achète, mettons, 10 cartes différentes, il achète des quantités multiples sur chacune de ses cartes pour pouvoir compléter son jeu. Donc c'est aussi des trucs à savoir et qui sont propres à chaque TCG, quoi. Voilà. Bref, bon, j'ai fini pour un peu le point. Je vais aller faire la mise en ligne des cartes gradées de la dernière commande. Et je vais commencer par le GoPix. Et oui, c'est parti. J'ai toutes les photos, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, c'était sympa. Salut.